Je vais voyager, on va voir la pyramide de Chichén Itzá au Mexique. Et chaque ma chérie, et j'adore quand je voyage trouver un guide passionné. Parce qu'il me fait voyager, j'ai l'impression d'être dans un film avec les guides qui sont passionnés. Donc on trouve un guide passionné, il nous fait visiter Chichén Itzá. Et à un moment donné, il nous montre une genre d'arène. C'est un peu comme la Coupe du Monde, mais version Maya. Et là, il nous explique que je sais plus tous les combien de temps, il y a un concours avec les meilleurs soldats pour faire un genre de football, sauf que la balle elle fait cette taille et qu'elle est en pierre plus ou moins, bref. Et il nous explique le truc, il est passionné, il nous dit, et à la fin est élu, non pas l'équipe gagnante, mais le gagnant, celui qui a le mieux joué. Et celui qui a le mieux joué, il va être mis devant toute la foule, tout le monde vient le voir, comme si c'était Zidane, quoi. Zidane, tout le monde vient le voir, et ils sont là, ils l'applaudissent, ils l'acclament, c'est le meilleur soldat, le meilleur joueur de tous les Mayas. Et bref, devant tout le monde, il a un grand sourire, et on va le brûler vif. Et à aucun moment, le gars, ça va lui poser un problème. Et j'aime toujours de rappeler aux gens une chose. Avez-vous déjà remarqué que en bout de ligne, peu importe la grosseur des portes auxquelles on fait face dans la vie, donc peu importe la grosseur des épreuves que l'on affronte dans la vie, c'est toujours une toute petite clé dans la vie qui va nous permettre d'ouvrir cette porte-là. Ça peut être une porte de château. La clé est toute petite à comparer la grosseur de la porte. Alors, et si cette image-là de la clé pouvait vous aussi vous permettre de débarrer vos portes? C'est simple, hein? On connaît tous cette histoire du Titanic, avec Leonardo DiCaprio. Mais il y a une autre histoire beaucoup plus intéressante. Un paysan écossais cotisait depuis des années pour son rêve, voyager dans le Titanic avec toute sa famille, ses 5 enfants. Pour ça, il a économisé depuis des années. 5 jours avant le départ, un de ses fils se fait mordre par son chien. Le médecin le met en quarantaine. Et M. Clark dit « Si je ne peux pas partir avec tous mes enfants, nous n'allons pas partir. » Le 10 avril 1912, alors que le Titanic prend son départ pour les États-Unis, M. Clark, les larmes aux yeux, le regarde partir. Il considérait que c'était la pire chose qui lui soit arrivée. Il maudissait ce chien. 5 jours plus tard, il apprend que la veille, le 14 avril, le Titanic a sombré. Vous savez ce qu'il a fait? La première chose qu'il a fait, c'est qu'il était voir le chien et lui dire merci. C'est la grâce de Dieu. On ne sait jamais ce qui nous arrive, si c'est positif ou non. Alors autant faire comme si c'était positif. La vie est là pour nous aider. Et quand on a cette croyance, tout devient beaucoup plus facile. Et le mec me raconte ça, je me dis mais c'est quand même dingue. Parce que j'imagine si Zidane à la Coupe du Monde 98, on lui avait dit installe-toi, on va te brûler, je suis pas sûr qu'il aurait été content. Et en fait, en l'écoutant, j'adore la psychologie, je me dis mais qu'est-ce qui fait que ça le gêne pas? Parce que depuis petit, on lui dit que la meilleure chose qui pourrait lui arriver, que la gloire ultime qui pourrait lui arriver, c'est de gagner ce championnat et de mourir brûlé sur le bûcher. Je sais plus si c'est brûlé ou décapité, c'est pour ça que je dis ça n'a pas d'importance la manière. Et qu'en faisant ça, il va rejoindre les dieux. Et en fait, quand j'écoutais ça, je me dis pas est-ce qu'ils ont raison ou pas, mais ce qui est dingue, et c'est le pouvoir des croyances, c'est que le fait qu'il croit qu'il va rejoindre les dieux et qu'il croit que c'est un honneur, ça change sa perception du même événement. Et donc tu mets Zidane face au même événement, lui il va en souffrir, tu mets ce Maya, lui il est content. Donc ça montre bien que c'est pas l'événement lui-même qui détermine comment on sent. C'est pas le fait qu'il détermine comment on sent, mais c'est la manière dont je vais l'interpréter, comment je vais le regarder, comment je vais le lire. Et c'est pour ça que j'adore ce truc-là, qui est difficile au début à appréhender et à comprendre. C'est pas les événements de ma vie qui déterminent ma vie.
c'est l'histoire que je me raconte, ce sur quoi je porte mon attention et ce que je vais en faire. C'est pas les événements de ma vie qui déterminent ma vie, c'est pas les faits qui déterminent ma vie, c'est l'histoire que je me raconte. Est-ce que je me raconte que je vais rejoindre les dieux? Est-ce que je me raconte que c'est une humiliation? Est-ce que je me raconte que je vais souffrir? Qu'est-ce que je me raconte? Certaines personnes, face aux plus grosses difficultés, le décès d'un proche, une maladie grave, une faillite, un licenciement, vont mettre toute leur vie pour se relever. D'autres n'y arriveront jamais. Mais d'autres vont réussir à se relever très rapidement, au bout d'un mois, ou au bout d'un jour, ou même au bout d'une heure. On vit dans une société où plusieurs personnes vont confondre la simplicité d'une idée avec son efficacité. Ils vont se dire « Ah, c'est trop simple, ça peut pas... C'est pas ça qui va m'aider face à mes épreuves. » Si vous faites cela, vous tombez dans le piège de confondre la simplicité d'une idée avec son efficacité. Parce que c'est pas parce que l'idée est simple qu'elle n'est pas efficace. Parce que peu importe votre difficulté, même si vous avez un petit problème, si vous mettez 10 ans, 20 ans à tenir comme ça, vous n'allez pas tenir. Et vous allez perdre votre vie. Déprimé, votre bras va commencer à trembler, ça sera très difficile. Vous avez peu de problèmes, mais vous y pensez souvent. Et ça détruit votre vie. Vous pouvez avoir beaucoup plus de difficultés, mais si vous n'avez à tenir qu'une heure, vous allez pouvoir tenir. Ce qui compte, ce n'est pas les difficultés, si elles sont importantes ou non. C'est qu'est-ce qu'on en fait, combien de temps on met pour se relever. Rappelez-vous qu'une grosse difficulté est plus facile à vivre si on se relève rapidement qu'une petite difficulté auquel on met du temps à se relever, auquel on pense tout le temps. Est-ce que je focalise mon attention sur voir les gens qui me sourient? Est-ce que je focalise mon attention sur le bûcher? Et c'est aussi l'histoire de qu'est-ce que je vais en faire derrière? Alors dans le cas du bûcher, pas forcément, mais par exemple dans le cas d'un licenciement, qu'est-ce que je vais faire du licenciement? Il y a des gens qui ont été licenciés il y a 20 ans et quand tu parles avec eux, et quoi que tu fasses, quoi que tu leur dises, tu peux être en vacances, il fait super beau, tu leur parles, tu leur dis regarde la plage, t'as vu, c'est magnifique. Ils disent ouais, enfin bon, moi ça me rappelle juste mon ancien boulot. C'est quoi le rapport? Tu lui dis ah putain, elle est incroyable cette femme, je suis content, j'ai rencontré la femme de ma vie. Ouais, enfin bon, moi, ça me rappelle juste mon boulot. Explique-moi. Et en fait, la personne 20 ans après revient toujours dans son histoire de je me suis fait licencier il y a 20 ans. Alors qu'il y a son voisin ou son jumeau même. T'as son jumeau qui a vécu la même chose et 20 ans plus tard te dit tu sais quoi, quand je vois cette vue là, ça me rappelle mon job. Et ce que ça me rappelle, c'est que j'en ai souffert il y a 20 ans et depuis 20 ans, j'ai tellement progressé et j'ai une vie de dingue. Voir cette vue-là me met des larmes de gratitude, voir cette vue-là me donne la patate, voir cette vue-là me rappelle que tout est possible. C'est le même événement, la même souffrance d'origine et pourtant c'est deux trajectoires de vie. Si vous avez une énorme difficulté, une maladie, mais que vous en servez pour vous relever, pour avoir une meilleure vie, peu importe la difficulté, vous allez la franchir facilement. Tout est dans votre esprit, dans le choix que vous faites. Où mettez-vous votre focus? Vous pouvez avoir une petite difficulté. Quelqu'un raye votre voiture. Vous sortez de chez vous et ça vous gâche toute votre journée. Vos relations avec vos collègues parce que vous n'êtes plus dans la même humeur. Le soir, vous rentrez chez vous, vous engueulez vos enfants. Vous vous prenez la tête avec votre conjoint ou votre conjointe et vous pensez que c'est la personne qui a rayé cette voiture qui est responsable. Mais en fait, vous n'étiez pas conscient que vous aviez le choix de choisir. Vous auriez pu dire « ce n'est rien, ce n'est que matériel » et passer une agréable journée, profiter de cette soirée avec vos enfants. Et même mieux, vous allez pouvoir vous dire « quelle chance que j'ai ! Je paye cette foutue assurance depuis des années, je vais pouvoir enfin l'utiliser. » Le même problème apparaît d'un côté un cadeau, de l'autre côté une difficulté.
Et dans la responsabilisation, tu es toujours dans une logique de progrès. Tu continues à continuer et tu es en train tout simplement de denteler les dents de ta clé à toi, pour ton succès à toi, ton épanouissement à toi, tes projets à toi, pas ceux du voisin, tes épreuves, tes dents, ta combinaison pour tes portes à toi. On connaît tous cette histoire de ces deux jumeaux aux États-Unis. Les journalistes vont interroger un des jumeaux qui est sur le point de se faire électrocuter sur la chaise électrique. Condamné à mort. Parce qu'il a commis des crimes atroces. Les journalistes lui demandent comment ça se fait, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là. Il va répondre aux journalistes, vous savez, avec l'enfance difficile que j'ai eue, mon père qui me battait, qui me violait, ça ne pouvait pas être autrement. Ils vont aller voir son jumeau dans un autre État, aux États-Unis. Son jumeau a construit une belle entreprise, participe à aider beaucoup de personnes à travers des associations, est marié à une belle famille. Moi, je sais que personnellement, cette image-là de la clé, cette compréhension-là que faire face à des épreuves, c'est juste normal dans la vie. Et je dois devenir bon à faire ça. C'est un de mes devoirs, c'est une de mes responsabilités. Maintenant, j'ai deux choix. Dans les deux cas, ça va toujours être les mêmes épreuves qui vont se présenter à moi, mais ma façon de réagir va dicter énormément mon avenir. Et le journaliste lui demande « Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là ?» Avec l'enfance difficile que j'ai eue, mon père qui me battait, qui me violait, ça ne pouvait pas être autrement. Ça veut dire que peu importe vos difficultés, ce qui compte, c'est ce que vous allez en faire. Est-ce que vous allez vous faire détruire et détruire votre vie à cause de ces difficultés? Ou au contraire, vous allez utiliser ces difficultés pour grandir, pour être une meilleure personne et pour avoir la vie que vous rêviez? La manière de dépasser ses peurs, la manière de transformer les difficultés, c'est déjà de comprendre que ce dont on a peur et les choses difficiles qu'on peut être en train de vivre peuvent se transformer en notre plus grand avantage. Et le point commun des gens qui ont une vie de dingue, c'est d'utiliser ce qui leur arrive ou ce qui pourrait leur arriver au service de leur vie, au service d'autrui. Par exemple, quand tu es entrepreneur, j'aime bien les faire rire là-dessus. Je leur dis, voilà, tu peux même monétiser tes problèmes. Tu peux te faire larguer et faire un livre, expliquer comment tu t'es fait larguer, ce que tu en as appris et faire de l'argent parce que tu t'es fait larguer. Si c'est pas l'entrepreneuriat qui te parle, tu t'es fait larguer, tu peux créer une association et aider des gens qui en souffrent. Si tu tombes malade c'est difficile, mais tu peux décider de t'impliquer pour l'hôpital et tu peux faire des choses pour les autres. Donc le meilleur moyen de transformer les difficultés, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je peux en faire pour moi et pour les autres? Et quand tu rentres dans cet état d'esprit-là, ta peur, elle diminue. J'ai une difficulté, qu'est-ce que j'en fais? Je me laisse détruire? Je suis une victime? J'ai pas eu de chance. Ou je me dis que je suis le responsable. Le responsable de ce résultat. Je dis pas que si vous avez une maladie ou que si vous perdez un proche, vous êtes le responsable. Que c'est de votre faute. Je dis simplement que vous êtes le responsable de votre situation, de ce que vous en faites. Vous savez, j'ai perdu mon grand-père plus jeune. Et on m'a dit, Christopher, t'as pas de chance. J'ai dit, si, j'ai de la chance. Si je suis triste aujourd'hui, c'est qu'en fait, je réalise la chance que j'ai eue d'avoir un grand-père exceptionnel. Je réalise la chance que j'ai eue des valeurs qu'il m'a transmises. Je réalise la chance que j'ai d'avoir vécu tous ces petits moments avec lui. Je réalise la chance que j'ai d'être en vie. Et pour l'honorer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais profiter encore plus des petits moments de la vie. Et essayer d'aider le plus de personnes possible. Alors moi, je décide d'avoir un ancrage qui est celui de la clé pour m'ancrer et m'assurer que peu importe les épreuves qui viennent à moi dans la vie, j'ai la clé pour débarrer.
ce qui est devant moi. J'aurais pu me dire, je n'ai pas de chance. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais. Mais en fait, j'ai de la chance. Si j'étais triste, c'est parce que il allait me manquer. J'ai eu la chance d'avoir un grand-père extraordinaire. Mais quand je fais ça, je ramène pas mon grand-père, il est mort dans tous les cas. Par contre, quand je fais ça, ma vie est beaucoup mieux. Je suis plus heureux, plus épanoui, je profite plus de la vie et je l'honore plus. Parce que j'ai la chance d'être ici. Qu'est-ce que j'aurais fait autrement? J'aurais déprimé? Je me serais mis en victime? Est-ce que c'est l'honorer que d'être triste? De gâcher des années? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que chaque difficulté peut être un cadeau. Dans chaque difficulté, il y a une opportunité.